Stéphane Edouard, bonjour. Buonasera, ciao Pietro. Tutto bene a Roma? Beh, secondo giorno di dopo quarantena, diciamo, donc deuxième jour de phase 2 de déconfinement, mixed feelings, Très bien. sentiments mitigés. Alors, avant de commencer, je ne vais pas faire l'autiste comme la dernière fois, je vais utiliser de l'empathie. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques secondes? Je m'appelle Stéphane Edouard, j'ai 42 ans depuis un vendredi 7 avril de confinement bien triste et bien solitaire. Et je me suis vaguement fait connaître sur Internet pour avoir écrit quelques conférences notamment sur les relations entre les hommes et les femmes. Et puis de temps en temps, on élargit au gré des rencontres, au gré des interviews, des questionnements, comme avec toi. On peut aller élargir aux confins du survivalisme sociétalisme, ou on peut aller élargir aux confins du souverainisme Frexit, où on peut élargir aux confins du sanitaire et de l'énergétique. Voilà. Encore une fois, je fais des assouplissements de la colonne vertébrale, donc j'arrive comme ça à me mouler sur différentes thématiques. Et en plus, c'est au sens propre et au sens figuré, puisque figure-toi que j'ai profité de ce confinement pour faire des assouplissements, que je trouvais toujours le prétexte ou l'excuse de ne pas avoir le temps de faire. Donc j'ai fait mon stretching quasi quotidiennement pendant 2 mois. Et tu as raison, car tu es quelqu'un de très grand, euh, aussi en taille, hein, donc physiquement. Unique taille. Mentalement et intellectuellement, je pense que tu te défends pas mal non plus. Mais en tout cas, tu es grand de taille. Pour t'avoir rencontré plusieurs fois, je le confirme, tu es grand. Et donc, les gens qui sont grands, je le sais parce que mon fils aîné est plus grand que moi déjà. Il a 14 ans, il me dépassait. Et il a des problèmes de souplesse. Et donc, je l'oblige, parce que j'ai encore de l'autorité pour quelques mois, à des exercices d'assouplissement qui sont importants pour tout le monde d'ailleurs, et particulièrement pour les grands. Pour les personnes qui sont... Oh, tu n'es pas non plus un géant, hein, on va pas faire croire à nos téléspectateurs que tu fais 3 mètres, mais tu es grand, et c'est très bien. Je suis comme le prophète. Je fais 1m80, mais si tu mets quelqu'un d'1m85 à côté de moi, je le dépasse de 3 têtes. Tu connais le sourate? C'est ça. Non, tu es grand. Alors pour ceux qui, alors je crois que tu vas reprendre cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, on va faire vraiment de l'empathie cette fois-ci. L'autre fois on était parti sur les chapeaux de roue. Je suis un auteur suisse, auteur de 5 livres maintenant. Mon dernier livre, mon premier roman d'ailleurs, vient de sortir. Et oui, je pense qu'il te plaira. Et j'écris sur la survie, sur les effondrements, sur les différentes problématiques liées à la perte de la normalité. Et donc nous venons d'en vivre une belle ces derniers 2 mois. Et nous avions fait une petite... Téléphone. Ah, pardonne-moi. C'est pas grave. Faut que je me rappelle de couper à ce moment-ci. Ça y est, voilà. C'est en mode avion. Nous avions fait une vidéo ensemble récemment. En tout cas, le temps a sans doute paru très long à certains. Ça me paraît guère. Pardon? Ça me semble être guère. Voilà. Bon, bah donc pour toi, ça n'a pas été long. Une semaine après le début du confinement en Italie, et aujourd'hui, tu es 2e jour après la fin du déconfinement. Quelles sont tes impressions sur ton expérience et sur justement ce déconfinement? Grande question très ouverte. Aller au niveau individuel ou au niveau civique Bah, commence d'abord peut-être par tes impressions personnelles et ton ressenti. Bah, mes impressions personnelles coïncident un peu avec celles du petit soliloque de Michel Houellebecq là, qu'il a pondu dans Le Monde hier, où il dit que en fait pour un écrivain ou pour un intellectuel ou pour quelqu'un qui fait métier d'être assis à une table, grosso modo,
ça ne devrait pas changer grand-chose, sauf que la biologie humaine, et pas la biologie moléculaire du virus, la biologie humaine normale, fait qu'on a envie de s'asseoir, de se lever et de sortir 3 fois par jour. Et que ce soit pour croiser des gens de son quartier, regarder les gonzesses passer à la Chirac, ou pour aller marcher d'un pas à l'est et s'activer le psoas ciliaque et s'oxygéner, on en a besoin. Et du coup, quand on ne sort pas, et quand on ne marche pas surtout, parce que sortir, on peut avoir comme moi un petit espace externe où on peut respirer l'air du dehors, mais quand on ne marche pas, on n'a pas d'exutoire aux pensées noires. Voilà. Et je trouve que c'est bien louché et bien pensé. Et en réalité, bah, effectivement, contrairement à ce que je t'avais dit il y a 2 mois, où je t'avais dit que ça serait une expérience finalement assez simple, ça n'a pas été simple du tout. Ça n'a pas été simple du tout parce que toi comme moi, enfin, je ne suis pas encore venu chez toi, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Quand on produit du contenu chez soi, on a absolument besoin de se laver en sortant. C'est totalement différent de quelqu'un dont le métier se passe à l'extérieur et qui, chez lui, se ressource ou s'annihile devant Hanouna ou prend un bain avec des bougies. Nous, on a besoin on se lave pas dans notre bain puisqu'on a déjà baigné dans la sueur de notre contenu 8 heures par jour. Donc, si tu veux, le ressort, la bulle d'air, le sas, c'est de sortir. Et je sors, et c'est vrai, j'avais pas calculé, mais je sors 3 fois. Je sors prendre mon café et mon petit déj le matin dehors, généralement déjeuner dehors, et refaire un petit tour le soir. Donc voilà, à l'échelle individuelle, ça a été un moment de temps suspendu, presque un peu théâtral, finalement. Mais comme disait encore Welbeck ce matin, finalement, ça n'a pas créé des moments grandioses, puisqu'on attendait un spectacle de guérilla en extérieur, et à part en habitant à Gorges-les-Garennes ou je sais pas quoi, on l'a pas eu en fait. On s'attendait à des corps inanimés qui longeraient les rues, tu te souviens ? On voyait des corps de Chinois par terre dans la rue avec des gens en scaphandre, antibactériens, les ramasser discrètement pour les incinérer à l'insu de tout le monde. Et on n'a pas vu ça, en fait. Donc, du coup, on s'est retrouvé un peu terrasse face à terrasse, entre voisins, à épier les signes d'une guérilla ou d'une pandémie, finalement, qui restait assez abstraite. J'ai connu 4 personnes qui sont décédées, mais ce sont des connaissances. Alors, c'est les 2 parents d'un ami, le pauvre, à qui j'envoie des douces pensées, parce qu'il a quand même perdu ses 2 parents la semaine dernière. Ah ouais. En même temps. En Italie. Octogénaire, certes, mais quand même en même temps. Et en plus, je les connaissais un petit peu, donc ça m'a beaucoup attristé. J'ai perdu mon mentor, également octogénaire, qui était un petit peu en délicatesse avec sa santé, mais je l'ai quand même perdu en plus le matin de mon anniversaire, donc c'était pas facile. Mais je n'ai finalement connu que 4 personnes et on n'a pas vu les rues pavées de corps inanimés. Donc, il est encore un petit peu tôt, finalement, pour mettre tout ça en perspective et savoir où était l'escroquerie, où est l'arnaque et à qui profite le crime, comme dit notre ami commun. Mais on a tous vu sa dernière vidéo, je crois. Pour l'instant, je suis plutôt Welbeckien sur cette affaire et j'ai envie de dire que c'est l'histoire d'un virus sans qualité qui a mis au jour que nous sommes des hommes sans qualité. Non, je crois que c'est très juste. Alors, je n'ai pas cette expérience, mais je ne tombe généralement pas dans le travers de penser que mon expérience correspond à celle des autres. Tu vois, je suis un homme. Je suis un homme. Et moi, avec 4 enfants et un potager qui commence à prendre forme. On n'a pas du tout la même vie. Et 300 mètres carrés à ranger, nettoyer tous les jours, faire à manger pour parfois jusqu'à 15 personnes, parce qu'on a une maisonnée qui, au total, avec les voisins, donc on se repartit un peu l'étage et une rotation.
Et bien, il n'y avait pas de temps pour l'intellect. D'ailleurs, je n'ai pas pratiquement pas pondu une ligne pour mes livres en cours. J'ai fait un petit blog pour mes abonnés sur ma chaîne Patreon, mais c'est tout. Et donc, j'irai voir ce que pense Houellebecq, qui lui n'a pas d'enfant, et qui, en revanche, est marié avec une Asiatique. Donc, je pense que ça va. Il a dû s'occuper pendant ce confinement, lui. Bref, moi, c'est parti en vrille de mon côté sur certains sujets. Bref. Et donc, j'étais curieux parce que la dernière fois, nous parlions d'Italie. Et l'Italie a mis en place un confinement assez strict comparé à, un peu comme la France d'ailleurs, mais certainement beaucoup plus strict que des pays comme la Suisse, l'Allemagne ou encore plus loin la Suède. Et je voulais avoir aussi ton ressenti d'un point de vue sociétal et sociologique, comme nous l'avions fait la dernière fois, où tu nous avais parlé d'une certaine angoisse résignée de la population il y a presque 2 mois maintenant. Oui, presque 2 mois. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ton expérience et de comment tu ressens les gens autour de toi? Alors, ça serait mentir de dire que je ressens les gens autour de moi, puisque je n'ai physiquement fréquenté aucun de mes amis depuis 2 mois. Et comme tout bon tragique le sait, loin des yeux, loin du cœur, au début on s'appelle tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 4 jours, et puis à la fin on s'appelle une fois par dimanche, quoi. Donc je suis très loin de pouvoir affirmer ce que pense mon groupe d'Italiens ou tout Rome ou toute l'Italie. Ce que je sais de sources statistiques, c'est-à-dire chiffrées, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai lu une petite enquête. Et alors les sources, là pour ceux qui veulent toujours avoir les sources, c'est un rapport en anglais par deux chercheurs italiens sur la perception des effets du Covid en Italie au premier trimestre 2020, et notamment la distinction entre team médical et gens quidam, et également nord et sud. Et je crois que les noms il y a un Luciano quelque chose, et la bonne femme s'appelle Gargarella ou Gnagnarella, quelque chose comme ça. Bon, voilà, j'ai dit le maximum de sources que je pouvais. Vous faites votre travail, vous allez vérifier. Et en gros, leurs conclusions sont que y a eu une inquiétude extrêmement grande dans le milieu médical, qui n'a pas tout à fait été partagée en réalité par le quidam. Le milieu médical s'est inquiété pour sa santé à brève échéance. Le quidam s'est inquiété pour son loyer à brève échéance. Ça, c'est la première constatation, et je ne peux que le confirmer. Effectivement, les gens autour de moi, nous sommes le 6 mai 2020, plus personne n'est inquiet d'attraper le Covid. Mmh. Pourquoi ? Bon, on peut imaginer qu'il a été communément accepté que c'est une maladie qui touche les plus de 60 ans avec des fragilités cardiaco-pulmonaires. Bon. Donc plus personne de ma troupe, entre guillemets, de ma génération, n'est inquiet d'attraper le Covid. Par contre, les gens sont inquiets de leur activité, de leur loyer, de leur contrat, de leur billet d'avion, et concrètement de l'absence de reprise économique à la rentrée. Moi, par exemple, la fin de mon bail tombait milieu du confinement. Ma propriétaire, bon, elle ne me l'a pas dit parce que ça ne se dit pas, mais enfin quand même, j'ai cette qualité d'arriver à lire entre les lignes, à sentir un petit peu ce que les gens ne veulent pas dire. Et elle était en fait terrorisée à l'idée que, premièrement, que je ne paye pas, et deuxièmement, que je ne puisse pas renouveler aux mêmes conditions. Parce que si moi je pars, un locataire comme moi, qui n'a jamais eu un jour de retard, etc., qui gère tout seul, machin, dans le contexte actuel, à mon prix, elle ne le retrouvera jamais. Donc, il y a une espèce de sensation, de sentiment très ambivalent, qu'on veut retourner au monde d'avant. Simplement, il n'y a plus la demande. Ce qu'on a à vendre, il n'y a plus d'acheteurs. Mmh. Donc les bailleurs ont peur d'avoir de locataires, les restos ont peur de ne plus avoir de clients, et à raison. Donc ils se trouvent à offrir les livraisons.
J'ai commandé pour fêter la fin du confinement dimanche soir. Je me suis commandé une petite queue-de-lotte et une caponata. C'est-à-dire, pour ceux qui ne parlent pas italien, c'est comme une petite bouillabaisse, quoi. Et j'avais pas envie de la faire, d'une part parce que mon poissonnier est fermé, puis d'autre part parce que ça me fait chier de cuisiner le poisson, ça pue. Donc ça fait 2 mois que j'en avais pas mangé. Et donc je me suis dit, pour la première fois depuis 2 mois, tu vas pas cuisiner, tu vas commander. Eh bien, donc je suis allé sur Facebook où j'avais repéré un traiteur, parce qu'autour de moi tout est fermé. Le type est venu en mini, donc en voiture, de la zona Eur, c'est-à-dire de la lointaine périphérie. Ah ouais, ça fait des kilomètres quand même. Pour m'apporter une queue-de-lotte, et apparemment il avait, je crois, 1 ou 2 autres livraisons dans le centre, mais économiquement c'est insensé, quoi. Ouais. Donc les commerces sont prêts à des sacrifices insensés pour les clients, et je me demande si sociologiquement on n'est pas en train de fabriquer une nouvelle race de clients qui va plus supporter de payer une livraison et qui va vraiment se sentir entre guillemets tout permis. Donc l'inquiétude est économique, très sincèrement. Je ne perçois plus, je n'ai pas d'amis dans le domaine médical, enfin, j'en ai qu'un dans le domaine médical, ici, en France plusieurs, mais ici un seul. Je ne perçois pas d'inquiétude sanitaire énorme, je perçois par contre une énorme inquiétude économique, tout secteur d'activité confondu. Sauf l'import-export de masques, hein, mais enfin, bon. Qu'en est-il? Rome est une ville qui vit beaucoup par le tourisme. C'est une des villes les plus visitées au monde. Est-ce que il y a des perspectives de redémarrage de ce secteur d'activité? Oui, alors ça d'ailleurs, tu fais bien de le souligner. J'ai eu une prise de bec sur Twitter, ce qui est un pléonasme, puisque Twitter ne sert qu'à se prendre de bec. J'ai eu une prise de bec sur Twitter avec une tweeteuse, une followeuse, qui, quand j'ai envoyé une pique au tourisme italien, m'a dit « Mais non, t'as rien compris, en France on en a plus », avec des chiffres bidons, ce qui m'a permis d'aller vérifier. Et non, le tourisme en Italie, c'est 13% du PIB, en France c'est 10%. Et toi qui connais un petit peu mon quartier, si tu étais venu là pendant le confinement, tu t'en es gardé, Dieu merci, tu as respecté l'ensemble des consignes, mais quiconque serait venu ici pendant le confinement et l'aurait comparé en temps normal, l'aurait quasiment pas reconnu, il n'y a personne. On était en moyenne entre 2 et 3 par immeuble. Ouais. Sur des immeubles de 8, 10, 12 appartements, quoi. Donc il n'y a plus personne. Et mon espoir, mais qui à mon avis va être déçu très vite, mon espoir était que cette crise sanitaire, un petit peu à l'instar de ce qu'aurait fait un attentat, eût permis aux Italiens de comprendre que le tourisme n'est pas une manne de développement économique facile et sans effort. Pourquoi? Parce qu'un attentat, comme l'a vécu la Tunisie par exemple, et ton tourisme, il s'arrête. Un aéroport dont une aile s'écroule, comme Charles de Gaulle D ou E ou F, et ton tourisme, il prend 30%. Une ligne d'avion qui est supprimée et ça tombe. Une crise sanitaire et ça tombe. Voilà. Donc c'est pas une manne stable et qui supplanterait facilement l'industrie. Malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'une seule crise unique permette aux gens de le comprendre, et je pense qu'il en faudra beaucoup d'autres. Là, pour l'instant, tout le monde ne rêve que de relouer son ou ses appartements sur Airbnb et de vite pouvoir partir en vacances avec ou sans distanciation. C'est vrai, tu mentionnais quelques sources. Selon l'IATA, donc l'Organisation internationale du transport aérien, c'est 95% de trafic aérien passager en moins pendant le mois d'avril par rapport à l'année précédente. 95. C'est incroyable dans le monde. Hein. Les compagnies d'ailleurs qui s'étaient un petit peu prestement engagées à rembourser ne l'ont pas fait. Moi, j'avais un vol pour Paris pour aller donner une conférence, un séminaire. Et Vueling s'est empressé de me dire pas de problème, vous serez remboursé, et j'attends toujours. Et je ne le serai sans doute jamais. Oui, il y a des chances. Pour ma part, c'est vrai que j'ai des investissements immobiliers qui sont loués par des employés Air France.
Et pour l'instant, ils ont payé leur loyer et j'étais ravi de voir que le contribuable français va finalement payer mes loyers pour un certain temps, pourvu que ces gens restent employés, évidemment. Et c'est effectivement les soucis bassement pécuniers que l'on a tous sont ceux qui remontent très très vite à la surface lorsque le normal n'est plus normal, lorsque les situations changent. On a tous besoin de faire nos courses, de manger, de payer nos loyers, et donc d'avoir des sources de revenus en amont. Et on se rend compte que tout est en boucle et que lorsqu'il y a une petite cassure, une petite crise, bon, tant bien que mal, cette boucle, elle se resserre, mais elle est toujours en contact. Les différents chaînons de la chaîne, les millions de chaînons de la chaîne restent en contact. Mais lorsque c'est un bout énorme de la boucle qui est fragmenté, le contact n'est plus là. Et là, la remise en marche des flux et des connexions économiques entre individus et entre petites entreprises et entre grandes entreprises, qui est infiniment complexe, ne peut pas être gérée. Les États n'ont jamais su et ne sauront jamais le faire. Ne peuvent que arroser tout ce système avec beaucoup d'argent, mais c'est pas simple à faire non plus. Mais c'est une problématique extrêmement compliquée et auquel notre génération, en tout cas les générations vivantes aujourd'hui, n'ont jamais eu affaire. Ah. Le tracteur. Il n'y a plus les avions, mais il y a les tracteurs. On a vu se mettre en œuvre quelque chose que je ne pensais pas de ma vie constater et que j'avais souvent moqué, qui s'appelle la pyramide de Maslow. Tu sais, le vieux truc qu'on apprend en BEPC sociologie, là. D'abord, dans mon premier livre, ouais. Ensuite, je sais pas quoi, tu te loges et puis ensuite tu t'amuses, quoi. Enfin, une hiérarchie des priorités. Et là, on l'a vu pour de vrai. C'est-à-dire que le seul moment où les quartiers pouvaient ressembler un petit peu à des quartiers en temps de guerre, c'était la première semaine quand il y avait le doute sur l'approvisionnement des supermarchés. C'est sûr. Et là, pour le coup, on voyait des gens se lever aux aurores, aller faire la queue devant, avec des grands paniers, etc. Et tous les services de livraison à distance, je parle pas de Deliveroo, je parle des marchés, des grossistes qui proposaient en ligne de réserver des paniers, des cartons. Moi, j'ai commandé des cartons comme ça, où c'était des cartons, tu avais 30, 40, 50 euros, puis tu n'avais même pas le choix, en fait. Tu disais, ben moi, je prends le carton à 30, et puis tu recevais un mix de trucs de la ferme du coin. Bon, c'est très bon, parce qu'on a la chance encore d'avoir ce tissu agricole de proximité, donc j'ai eu des fromages, des saucissons, des poireaux, des artichauts, des machins, mais ça a duré une semaine. Et quand les gens ont constaté de visu, de leurs propres yeux, que les rayons des supermarchés n'étaient pas vides, hein, en tout cas pas ici, peut-être à Milan, mais en tout cas pas du tout ici, cette tension alimentaire s'est relâchée et la vie a repris son cours normal, entre guillemets. On a vraiment vu Maslow, quoi. 1, j'ai peur de manger. 2, j'ai peur de perdre mon toit. Et 3, j'ai peur de ne pas pouvoir faire le superflu, entre guillemets. Et là, l'articulation, c'était les rayons des supermarchés. La première semaine, les gens ont vécu dans leur chair les souvenirs de leurs parents et de leurs arrière-grands-parents leur parlant des rutabagas, des topinambours et des rayons vides. Et ils ont eu la terreur de ça, en fait. Et voyant que les rayons ne se vidaient pas et qu'ils étaient réapprovisionnés, ça s'est calmé. Comme quoi, finalement, ça donne du crédit à la thèse de la mémoire du corps. Tu sais, la thèse de certains holistiques un peu ésotériques qui disent que nos cellules portent la trace de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Bah, ça a l'air risible, mais là, ataviquement, on a tous eu peur de la faim, comme nos arrière-grands-parents, tu vois, ou nos grands-parents. Alors qu'on ne l'a pas, elle n'est pas arrivée, la faim. Mais on l'a sentait du bout des doigts, on l'a gargouillé. Alors, la dernière fois, il y a 2 mois, tu nous parlais du sentiment un petit peu de cette anxiété, de cette angoisse en début de confinement. Et j'ai l'impression, par ce que tu décris, et effectivement, l'effet de la pyramide de Maslow étant les étages inférieurs étant acquis,
et qu'on n'a pas, puisqu'on est confiné, la possibilité de sortir, faire la fête, voir les amis, etc., cette angoisse a été remplacée par l'ennui. Est-ce que tu as senti, encore, ou ressenti, puisque tu n'étais pas physiquement présent, mais est-ce que les gens t'ont parlé du fait qu'ils s'ennuient? Je vais un petit peu enculer les mouches, mais selon moi, c'est pas de l'ennui. L'ennui, selon la définition d'un de mes auteurs préférés dans un de mes romans préférés, qui s'appelle justement éponymement L'ennui. Ouais, Moravia. L'ennui, c'est quand le temps s'écoule pas. Ah oui. L'ennui, c'est une maladie, généralement que l'on connaît à l'enfance et à l'adolescence, quand on est en cours de insérer ici la matière qui nous intéressait le moins, et quand les aiguilles de la montre refusent d'avancer. Et en fait, là, c'est pas que les journées, c'est pas que le temps ne passait pas, c'est que le temps passait de façon uniforme et qu'on se souvenait plus exactement si on était dimanche, lundi, mercredi, et qu'il fallait ritualiser sa journée par du sport, des exercices, des trucs. Mais c'est un peu différent, en fait. C'est-à-dire que la ritualisation d'un temps où on ne se demande plus qui est en train de faire quoi, ce que les anglo-saxons appellent « fear of missing out », quand tu ne te demandes plus qui est en train de faire quoi, tu ne ressens plus la différence entre un samedi et un dimanche. Puisque c'est quoi un samedi? C'est un truc où tu te dis où sont mes amis, qu'est-ce qu'ils font, je suis là, je suis pas là, est-ce que je manque un truc? Et puis un dimanche, par comparaison, c'est bon, bah, tout le monde est en train de buller en slip sale devant d'Eric pour certains ou Netflix pour d'autres. Et c'est comme ça qu'on sent les jours. Outre le travail et outre les sorties et outre les corvées, on les sent par comparaison implicite à ce que sont en train de faire les autres. Quand plus personne ne fait rien, tous les jours se ressemblent, mais le temps passe quand même. L'ennui, c'est quand tu as toute ta vie devant toi, que tu te sens increvable, que tu penses que tu ne vas jamais mourir et que tu préférerais tout à ta prof de français. Ça, c'est l'ennui. Les aiguilles de la montre ne veulent pas avancer et arriver à la fin du cours. Tu comprends? Oui, oui. Là, on était dans la sensation qu'on pouvait tous crever, d'un instant à l'autre, qu'un postillon pouvait surgir par une fenêtre et venir nous saisir dans notre sommeil. Donc, c'était pas vraiment l'ennui. C'était plutôt la déritualisation et la nécessité de substituer de nouveaux rites à d'autres. Quand tu n'es plus forcé de te lever pour partir bosser, qu'est-ce que tu fais? Nous, on le sait puisque ça fait des années, voire des décennies qu'on n'est plus salarié. Pour beaucoup, ça a été une découverte. Et finalement, l'impression que j'ai, c'est que si les gens, finalement, n'ont pas encore fait les dépressions qu'on nous avait promises, évoquées, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait pas tant que ça. Mmh. Et que globalement, ils chérissaient une espèce de liberté abstraite, mais qu'ils n'exploitaient pas quand ils l'avaient. J'ai fait un podcast VIP, tu sais, les VIP, ce sont ces gens qui me font vivre en s'abonnant à mes contenus payants qui sont denses, structurés, écrits. Là, on blablate, hein. Là, j'ai rien préparé, c'est pas un contenu... Non, évidemment, tout ça fait du blabla, mais mes contenus payants, ce sont des cours hiérarchisés, préparés, avec des références, des lectures, des machins, des trucs. Et je leur ai fait un petit podcast comme ça, gratuit, qui leur est réservé, et qui disait, vous vous plaignez tous d'être assignés à résidence. Mais il y a un mois, là, quand vous étiez libre, vous en faisiez quoi? J'en ai 200 des VIP. Combien, sur les 3 mois écoulés, ont pris leur bagnole, leur vélo, leur tricycle, leur sidecar, leur cheval, leur ce que tu veux, et sont partis dans la région d'à côté, dans le département d'à côté, dans la ville d'à côté, dans le village d'à côté, au fleuve d'à côté, dans le pays d'à côté pour les frontaliers, et sont allés marcher dans une forêt qu'ils n'avaient jamais vue, qui sont allés remonter à une gorge dans laquelle ils n'avaient jamais... Combien de fois? En fait, personne. Les gens chérissent l'idée de la liberté plus que la liberté, comme on aime l'idée de la surprise,
mais la surprise réelle nous désarçonne, tu vois, finalement. Et compte autour de toi, tu as une charge de famille, donc peut-être que c'est différent, mais compte autour de toi les gens qui n'ont pas cette charge de famille, qui ont un moyen de locomotion, qui ont leurs deux jambes, qui sont valides, qui ont les moyens économiques, et combien sont allés faire le tour. Je ne parle même pas du pays d'à côté, et c'est un peu du coin d'à côté ou de la région d'à côté sur l'année écoulée. Quasiment personne. Alors, il y a probablement une différence culturelle. Je pense que dans l'ensemble, tu as raison. Et il y a probablement des différences culturelles, puisque alors, les Allemands, et donc la grande partie de la Suisse qui est alémanique, la majorité du pays, il y a une culture de la balade, de la randonnée, du road trip en voiture ou en moto, etc. Et on les voit en Italie avec leur Volvo, etc. Et ils arrivent, ils te disent on a fait 2-3 000 km pour venir, puis on va en refaire 2-3 000 pour remonter, pas de problème. C'est ça. Donc il y a probablement que les Latins sont, peut-être parce qu'ils ont un meilleur climat et une meilleure bouffe chez eux, sont plus casaniers que en tout cas, c'est très allemand, peut-être anglais aussi. Les Français, je pense qu'ils sont un peu comme casaniers comme ça, mais bon, les Hollandais, on n'en parle même pas parce que c'est un pays dégueulasse. Donc, j'aime bien les Hollandais, mais ils ont un pays qui la bouffe, mon Dieu. Donc, eux, ils sont obligés de partir. Enfin, il faut aller découvrir l'Indonésie pour bouffer correctement parce que sinon, c'est l'enfer. Mais oui, tu as sans doute raison en général. Et puis, je pense que les jeunes générations, elles sont comme tu l'as décrit. Il y a une forme d'inactivité qui est renforcée probablement par les écrans, les réseaux, même la télévision. Qui les fait s'enraciner plutôt dans leur canapé que d'aller voir le monde en général. Et donc, tu as raison, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui pourrait se faire dans ce genre de... Il faudrait voir maintenant si cette volonté de sortir, en fait, elle est assez forte. Est-ce qu'à Rome, tu rencontres des gens qui sortent, qui reprennent la vie du bar, avec le petit gelato? Ça n'est pas encore permis. Hein. Ah, d'accord. Non, là, tout est à distance, activité de livraison à distance, activité essentielle à la vie du pays. C'est pas encore la fête du slip. Hein. D'accord. Les rassemblements entre amis sont interdits et tu n'as le droit d'aller voir ta fiancée que si c'est une relation sérieuse. Je ne plaisante pas. Et comment font-ils pour vérifier? Je sais pas. Ah, ça, c'est les gouvernements technocratiques. Laisse-moi voir. Ils sont un peu de gauche en Italie en ce moment, n'est-ce pas? Ils sont... Ouais, c'est un peu compliqué parce que entre le M5S, qui est une fausse gauche, et Renzi, qui est un faux centre, et la Ligue, qui est une fausse droite, tout ça, les frontières sont ténues. Oui, intéressant. Qu'en est-il des relations interpersonnelles, justement nous craignions beaucoup, je ne sais pas si j'ai conjugué ça correctement, mais nous avions la crainte, il y a 2 mois, de beaucoup de conflits au sein des couples qui pourraient amener à des séparations, des divorces lors d'un confinement comme celui-ci. Est-ce que, à l'aune de ton expérience en sociologie et aussi l'expérience de la vie, est-ce que tu constates que la réalité a abouti à ce qu'on pouvait craindre ou pas? J'ai lu les médias comme tout le monde, parce que moi, le seul couple que je vois depuis 2 mois, c'est mon petit couple de voisins du balcon d'en face. Voilà. Et je ne les ai entendus hurler qu'une seule fois, mais je ne pense pas que ce soit un échantillon statistiquement représentatif. D'ailleurs, on s'est échangé de la bouffe, tu vois. On ne s'était jamais parlé depuis 5 ans. Et là, le confinement, ils m'ont offert de la colombe de Pâques. Ah oui. Et du coup, je leur ai offert autre chose, etc. Ça fait 3-4 plats là qu'on s'échange. Le troc. Écoute, non, j'ai fait comme tout le monde. J'ai vaguement lu quelques chiffres sur Twitter et dans les médias. Un couple sur 10 seulement souhaiterait revivre cette expérience. Parce que ça reste du tout. Étude du Parisien de hier ou aujourd'hui, donc 5 ou 6 mai, étude du Parisien, enfin étude pas diligentée par le Parisien, mais sponsorisée par le Parisien. 12% des couples seraient prêts à retenter, donc ça fait quand même 88% qui disent plus jamais ça. Et encore, c'est du déclaratif. Hein. Donc,
on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que le 12, ça serait peut-être un 7 ou 8 en fait. Hein. Mais quand tu penses que... Alors elle est de moi celle-là, hein, mais quand tu penses que Osama Ben Laden est resté confiné plusieurs années avec ses 3 femmes, à mon avis, c'est lui qui a téléphoné aux Américains pour qu'ils viennent le flinguer. Hein. Celle-là, je peux pas rebondir parce que j'ai un procès en cours pour misogynie, donc. Ah bien, voilà. Mais la nature est misogyne, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est difficile. La nature et également tous les grands auteurs. CF, le fameux dictionnaire de la misogynie d'Agnès Michaud. Ouais. Tu vois que tous, de Rabelais à Voltaire, en passant par Diderot, ouais, on peut remonter Platon, Flaubert, tous. C'est quand même une putain de sale récurrence, quoi. Oui, la nature humaine serait-elle, à l'aune de ce que l'on connaît de l'histoire, inchangée? Ça, je pense que c'est assez le cas. Il y a un unanimisme absolument vraiment dramatique. Oui, ça c'est l'un des trucs qui reste constant dans l'histoire. Ouais. On ne citera pas les autres. Mais effectivement, je pose cette question parce que moi je suis resté confiné dans des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés de montagnes, de nature, avec beaucoup de contraintes évidemment de travail, puisqu'il fallait s'occuper un petit peu du bon fonctionnement et de la préparation peut-être de la crise suivante, qui va être peut-être beaucoup plus difficile. Je pense également. Ouais. Je pense que c'est un avant-goût et un amuse-bouche des crises qui succéderont. Je ne dis pas que la prochaine, ça sera le Covid-20, puis 21, puis 23. Hein. Ah non. Ça sera d'autres natures, mais le monde est en train de se contracter, très vite. Comme dit Jean-Paul, et ça n'est qu'un avant-goût. Ouais. Et de là à imaginer que cette crise-ci du virus ait été instrumentalisée à un certain point, ou par opportunisme, moi je ne vais même pas aller plus loin que ça, pour avancer certains agendas, certains sont évidents, vaccination globale, mondialisme, etc., et qui vont échouer parce que Internet fait que les gens communiquent entre eux et voient des informations alternatives qui font que, à mon avis, les gens une grande partie des gens ne se soumettront pas. Les crises à venir, enfin, il y a un opportunisme peut-être pour essayer de contrôler cette contraction qui était inévitable de toute façon et qu'il fallait bien démarrer à un moment. Et vaut mieux contrôler un problème encore quand on peut, plutôt que d'attendre la panne sèche et de s'écrouler trop vite, trop violemment. Donc j'ai comme cette impression, mon instinct me dit qu'on est au tout début d'un long processus qui va durer très longtemps et qui va aller par paliers de plus en plus sidérant pour la population et qu'évidemment à un moment ils vont plus savoir gérer et que ça va partir en couille, mais ça c'est moi, hein, ça c'est mon instinct, donc je n'ai pas de chiffres et de sources, mais j'ai le sentiment que nous allons commencer, et donc je me dis que le prochain confinement, mais ce ne sera pas un confinement, mais le prochain confinement, je vais essayer d'être confiné avec plusieurs actrices de Marc Dorcel parce que ce sera quand même mieux. Mais bref, ça va pas être facile les années qui vont venir. Des gens pour la mer des 3 mondes. Voilà. 4 mondes. Tu sais, dans mes conférences, j'ai un théorème, parce que je fais de l'ingénierie avec les relations humaines, qui dit reproduction fois monogamie fois désir égale constante. C'est clair. Donc en gros, il faut en choisir 2 sur 3. Soit tu as les enfants et la monogamie, mais tu n'as pas le désir. Soit tu as les enfants et le désir, mais tu n'as pas la monogamie. Soit tu as la monogamie et le désir, mais tu n'as pas les enfants. C'est certain. Je pense que il faut que tu trademarques ce truc parce qu'elle est brillante. Je l'avais entendu plusieurs fois sur ta chaîne. J'en profite pour... alors moi, je ne suis pas un de tes clients. Je n'ai pas, pour l'instant, pas accédé à ton contenu privé. Mais en tout cas, je conseille à ceux qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas d'aller voir ta chaîne, ne serait-ce que publique, ta chaîne YouTube, dont je mettrai le lien ci-dessous,
Parce que entre les entretiens et les discussions avec tes membres VIP enregistrés, etc., et tes commentaires, fiches de lecture et autres, je l'apprécie beaucoup. Ce sont des réflexions. En plus, tu as ce petit zeste d'arrogance qui me plaît parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Je le dis voilà, très amicalement. L'intelligence avec l'arrogance, c'est très plaisant pour moi. Enfin, moi, j'aime bien ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais moi, j'aime bien. Bon, écoute, c'est très gentil, je ne vais rien rajouter, sinon que c'est effectivement un assez bon moment pour venir voir la chaîne, puisque le mois de mai est le mois de l'anniversaire du site. Ah. Le site, je l'ai créé en mai 2006, donc il a 14 ans, et les remises de l'anniversaire sont toujours les plus grosses de l'année, donc ceux qui voudraient passer derrière l'écran, rentrer dans le réel, ils auront les plus grosses remises de l'année, la dernière semaine du mois de mai pour les 14 ans de mon activité Internet. Tu te rends compte, 14 ans 14 ans, c'était le début de l'iPhone, le premier iPhone 1. Et c'était Facebook venait de naître, mais tu ne l'avais pas et moi non plus. Ouais. Twitter n'existait pas encore, je crois. Et mon aîné ne faisait que 50 cm, mon premier, là, alors que maintenant il fait 1m85. Ouais, le temps passe. Oui, par rapport à donc là on s'est perdu dans un petit peu d'auto-congratulation mutuelle. Mais ça fait par rapport à ce que tu disais avant, où en fait tu tournais autour de l'idée du complot sans prononcer le mot, je ne suis pas loin de partager ton avis à une petite nuance près. À titre personnel et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas à l'hypothèse que je ne crois pas que tout ait été planifié depuis le début. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais j'ai parlé d'opportunisme. Voilà. Je pense que d'expérience, l'erreur humaine, c'est-à-dire l'erreur de manutention technique ou de supervision de process, est à l'origine des 2/3 aux 3/4 des accidents mortels mécaniques, qu'ils soient ferroviaires, aéroportuaires, le Titanic, énormément de catastrophes donnant lieu à des morts soudaines. C'est de la négligence humaine, et je te rappelle que je suis quand même ingénieur en mécanique à la base, et que comme je l'ai déjà répété à longueur de vidéo, le labo de mécanique de mon école, qui s'appelle Supméca à Paris, avait à l'époque, je parle d'il y a 20 ans maintenant, rends-toi compte, il y a 20 ans, avait à l'époque en charge d'être les experts sur les catastrophes, principalement ferroviaires, parce que aériennes, heureusement, elles sont encore rares en France. Il y a assez peu d'avions de ligne qui s'écrasent sur le sol français. Et leur expertise était reconnue au niveau de l'État. Et ils devaient donc donner des bons et des mauvais points aux thèses, en fait, en disant est-ce que c'est le facteur humain, le facteur technique, etc. Et c'était très souvent, de la négligence, ou du capitalisme forcené, qui poussait l'industrie à racheter des vieilles pièces cassées d'occasion pour les remettre sur les machines, etc. Et quand tu sais ça, donc ce qui explique un peu mon caractère tragique de base, quand tu sais ça, tu te dis qu'avec des centaines de virus mortels dans des frigos, supervisés par une bande de nouaches payée au lance-pierre, qu'il y en ait un de temps en temps qui passe sur un poulet vendu au marché, ça ne m'étonne pas. Ouais. Voilà. Je ne crois pas que ce soit totalement la faute de la liste de Schindler, comme dit l'autre, et que le mari de Buzyn et que le mari suicider la chaîne. On a les mêmes références. Non, mais on l'a tous vu, et je pense qu'il y a un tout petit peu d'exagération. Cela dit, ce qui est intéressant, tu sais, je prends un autre exemple qui va aller dans ton sens, parce que j'ai parlé d'opportunisme. Ça ne veut pas dire que le cui bono ne veut pas dire que tu es le criminel. Hein, c'est pas parce que tu hérites de la fortune de quelqu'un qui s'est fait abattre que c'est toi qui l'as abattu. Il y a une séquence d'événements qui décide une trajectoire. Exactement. D'accord ? Il y a un premier événement qui est arbitraire.
Il y en a un second qui est en général une décision politique suite à ce premier événement arbitraire. Donc, l'événement arbitraire, c'est que tu as un ouage qui a oublié que c'était son tour d'aller superviser le frigo et la bactérie, elle est sortie. Bon, ok. Peut-être. L'événement politique, c'est qu'on a décidé de faire semblant que c'était rien, de le planquer sous le tapis. Pas de peau, sont arrivés les jeux militaires ou paramilitaires dans la région au mois d'octobre 2019. Ce qui veut dire 200 000 allers et retours de Chinois sur place et contamination de sportifs militaires internationaux. Et c'est là que le truc a commencé à sortir des frontières, mais comme on ne pouvait pas le nommer, parce qu'on ne savait pas que c'était un Covid, les gens pensaient avoir la grippe. D'accord ? Il y a eu quelques cas un peu graves, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Là, le politique, typiquement dans la lignée de l'époque Deng Xiaoping, qui avait théorisé avançons masqués, avançons cachés, la force c'est l'obscurité, hein, c'est dans les textes, comme dit, on peut aller vérifier. On a planqué jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de planquer, c'est-à-dire autour du 19-20 janvier 2020. C'est ça. Donc la trajectoire, c'est un événement arbitraire, une coïncidence avec un match de foot, les Jeux olympiques militaires ou tout autre événement qui va rassembler une forte population à forte densité sur un même territoire, et une décision politique qui consiste à dire attendons de voir, pour l'instant personne n'a rien marqué. Ça dessine une trajectoire. C'est ça. Et de l'autre côté du monde, il y a des gens qui ont eu les indicateurs, les capteurs, les alertes pour piger qu'il y avait une trajectoire et pour aligner leur projet. C'est ça. Qu'on mette derrière le qualificatif impérialiste ou ce qu'on veut, pour aligner leur projet sur une trajectoire. Le projet décrémer un peu notre courbe d'âge où on avait beaucoup trop de vieux, il s'est aligné finalement par opportunisme sur une trajectoire d'événements qu'on n'a pas à la base décidé. Voilà. Oui. D'ailleurs, on a vu que du jour au lendemain, les médias qui étaient dans leur optique habituelle de minimiser le risque et de dire mais continuez comme si de rien n'était, du jour au lendemain, tous, dans tout le monde entier, bon, forcément ils appartiennent au même groupe, tous ont changé complètement de discours en disant oui, c'est très dangereux, il y a aucun traitement, tout traitement proposé, non, c'est de l'escroquerie, il faudra attendre le virus, et ils se sont eux aussi mis forcément sur cette trajectoire et ce truc. L'exemple que je voulais te... Oui. Parce que qu'est-ce qu'un journaliste ? Un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Barico a la définition parfaite du journalisme. Le journaliste est un expert du timing et c'est celui qui devine le point de croisement entre une trajectoire et la disponibilité de l'oreille pour l'entendre. Intéressant. Le journaliste, demande à tes amis journalistes, ils ont tous des dossiers gentiment rangés au coin de la cheminée qui ne sortent pas. Tous. Pourquoi ils ne les sortent pas ? Parce que c'est pas le moment. Et le moment, c'est quand ? Le moment, c'est quand soit il y a une disponibilité supplémentaire du public, soit il y a un autre événement qui percute et ça devient le moment. Le journaliste est quelqu'un qui stocke et qui garde et qui attend que ce qu'il a sur le feu, enfin ce qu'il a de côté au frigo plutôt, soit mis en lumière, soit percuté, vienne exploser en feu d'artifice avec une trajectoire de points d'un autre phénomène. Et là, les journalistes ont bien compris que c'était le moment de cotiser pour leur retraite, en servant le pouvoir en place, en leur permettant d'aligner leurs intérêts bioéthiques, pharmacologiques, sociologiques au niveau de la courbe d'âge, etc., sur une trajectoire d'événements qui n'allait peut-être pas se reproduire avant 5, 10 ou 15 ans. Donc c'est pour ça ils n'ont pas mis longtemps à comprendre où était leur intérêt et qu'ils se sont moulés sur cette logique. C'est parce que c'est leur logiciel. Ouais. Ils savent plus de choses que nous avant nous, mais ils ne les sortent pas. Et le très bon journaliste se différencie du journaliste moyen simplement en matière de timing. Moi, par exemple, un exemple anecdotique qui n'a aucune forme de gravité quelconque. Il y a un truc qui s'appelle, il y a
le journal cousin de Technicart, qui s'appelle je sais plus comment en France, qui m'a interviewé il y a quelques mois par rapport à mon procès, et j'étais un petit peu surpris en disant, mais vous savez, il se passe rien, machin. Elle a dit, oui, mais je garde sous le coude pour quand votre procès avec Kaufman et M6 va enfin avoir lieu, je le sortirai à ce moment-là. C'est ça leur don. C'est de deviner le moment et le temps où les trajectoires vont se croiser pour sortir les affaires. Donc ça ne leur est pas étranger. Ils se sont immédiatement fondus dans cette logique parce que c'est la leur au quotidien. C'est tout à fait vrai. L'exemple que je voulais te donner tout à l'heure, c'est aussi celui de, parfois il y a des potentiels qui sont prêts. Il y a des énergies potentielles, pour prendre un terme que tu comprendras, qui s'accumulent, qui se préparent. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'histoire, et en 1914, clairement, les énergies potentielles du conflit qui allait devenir la Grande Guerre, donc 14-18, étaient là. Les tensions étaient là, tout était prêt, mais il n'y avait pas l'étincelle. Et puis, Gavro Princip, ce nationaliste serbe, à Sarajevo, lors de la visite de l'archiduc autrichien, fils donc héritier du trône, veut l'assassiner. Et c'est là où, en fait, il rate son coup, parce que le chauffeur change d'itinéraire parce qu'il y a trop de foule. Et donc, ce Gavro Princip est déçu et déprimé. Il a raté son coup. Il voulait faire tuer au revolver l'archiduc. Et donc, déprimé, va dans un bistrot, dans 2 rues plus loin, commande un petit alcool, un petit remontant. Il pense être une grosse merde d'avoir raté son coup. Et à ce moment-là, revient la voiture par un chemin détourné, et devant lui arrive la voiture de l'archiduc, sans foule, qui pourrait gêner. Et à ce moment-là, il le flingue, lui et sa femme. Et c'est le déclencheur, en tout cas ce qui a été utilisé comme prétexte pour déclencher ce qui allait devenir la guerre. Et c'est vrai que parfois, il faut mesurer, tu as raison, ces trajectoires et aussi ces énergies potentielles qui sont prêtes. Je crois qu'on apprécie tous les deux, avec critique de ma part sur certains points, mais enfin, nous apprécions l'intelligence et le raisonnement d'un Jean-Marc Jancovici, qui, lui, explique très bien certaines de ces potentiels qui se sont accumulés avec les années, avec le développement industriel, avec l'utilisation et la dépendance aux énergies fossiles, et qui sont prêtes, qui sont là. La digue de l'effondrement, comme je le décris dans mes livres, n'attend que le cours du blé ou du riz qui fait x2 et le pays qui l'importe explose. C'est ça. As-tu quelques remarques pour terminer cet entretien de grande qualité comme d'habitude? Est-ce que tu aurais un message à mon audience qui, elle, se prépare et qui est une audience de gens qui ont beaucoup appris pendant cette crise au point de vue matériel et au point de vue psychologique? Est-ce que tu pourrais ajouter un élément lié au rapport homme-femme ou au rapport psychologique qui sont importants? Vous avez, je dis vous, un vous abstrait qui englobe tous les survivalistes de tout poil, ceux que je connais et les nombreux que j'ignore. Je pense que vous avez gagné beaucoup de crédit dans l'affaire, au sens où il sera désormais difficile de se moquer de vous d'un bloc. On pourra toujours évidemment être critique sur la capacité de chacun à s'auto-déterminer, à survivre en autarcie dans une bade avec son potager. Bien sûr. Pour beaucoup, c'est un rêve inatteignable. Bon. Mais quand même, les conserves à la maison, commencer à calculer un petit peu ce qui se passe si le magasin d'à côté ferme, comment je me fournis en eau courante si la bouteille de Volvic n'existe plus, combien j'ai de côté et où je le mets. Tout ça sont des problématiques qui ont été mises au goût du jour, et je pense que désormais vous êtes à l'abri de la moquerie de qu'est-ce que c'est que ces guignols, qu'est-ce que c'est que ces clowns à l'américaine avec leurs bunkers d'armes cachés sous leur maison. Pourquoi? Parce que tout le monde a senti que c'était passé près. Après, un message à ta communauté, je les connais pas beaucoup. Ce que je dirais, c'est
c'est un certain confort, ça n'a rien à voir avec le rapport homme-femme. On a tous un certain confort. C'est une chanson de Michel Jonas que j'ai beaucoup écoutée à l'époque où j'étais salarié et où je rêvais de me libérer de cette entrave. Ça s'appelle l'Amazone. Et il dit je regarde par la fenêtre de mon bureau et j'imagine que c'est l'Amazone. Et beaucoup sont dans un mode de vie périurbain, grande couronne. Ils regardent par la fenêtre en imaginant non pas l'Amazone, mais je sais pas quoi, le Périgord, la Toscane dans mon cas, plus que le Périgord, mais enfin en s'imaginant. Oh, tu as des belles régions autour de chez toi là. Suisse. Et en réalité, c'est tellement loin et ça nécessiterait tellement un investissement et un renversement de tout ce qu'ils ont toujours fait que c'est assez confortable de se dire bon, c'est pas possible dans les 10 prochaines années, mais je le regarde de loin, je lis quelques bouquins, c'est un peu comme la muscu. Hein. Je regarde des vidéos de muscu, je lis quelques bouquins et ça me donne l'impression de faire le taf. En réalité, il est souvent tout à fait possible, sans tout revendre et déménager et partir construire une cabane de bûcheron, de commencer à vivre plus proche de ses propres préceptes. Par exemple, si tu sais vraiment rien faire de tes mains, avant de t'imaginer que tu vas construire ta maison, essaie de réparer 2-3 trucs chez toi. Si tu n'as jamais eu de potager, avant de penser que tu vas pouvoir te nourrir à 100%, commence peut-être à essayer d'acheter quelques plantes et à comprendre comment ça marche. Tu vois, il y a souvent ce champ de connaissances, ou plutôt d'inconnaissance, qui nous sépare de l'objet à atteindre et qui est confortable parce que c'est tellement loin et c'est tellement improbable qu'on se dit, bon, on a le temps d'y penser. Entre-temps, on bouffe de la vidéo, on bouffe du contenu, on bouffe du livre. Non pas que je te souhaite une baisse de tes ventes de livres, hein. Mais je remarque que beaucoup, j'avais une ex-copine comme ça, qui rêvait de la maison autonome. Pourquoi ? Parce que apparemment, un petit peu sur la de la tendance énergie renouvelable, il y a des architectes qui désormais promeuvent et promettent des maisons à 99% autonomes en électricité, en chauffage, en truc et en machin. Mais ça nécessite une prise de risque et un changement de mode de vie tel que je lui ai souvent dit, mais finalement, tu sais, chérie, peut-être regarde dans ta maison actuelle, qui n'est certes pas renouvelable du tout, avec ton chauffage qui est certes pas du tout écologique et tout, qu'est-ce que tu pourrais à brève échéance changer sans pour autant tout revendre et tout recommencer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas grand-chose de mieux pour tes petits chatons néo-survivalistes que de leur dire. C'est des chatons aux dents de sabre. Voilà. Mais tu sais que ça, c'est une réplique de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand dans Cyrano. Moustache de chat, dents de loup, nous sommes les cadets de Gascogne Bon, bref, je l'ai plus en tête, c'est l'âge. Moustache de chat et dents de loup, c'est ça la clé. Il faut avoir des moustaches de chat et des dents de loup. Je disais donc, oui, plutôt que de vous projeter sur une espèce de base d'auto-repli, là, comment tu dis, la base autonome durable, oui. Voilà, de base parfaite dans laquelle vous serez un jour avec une femme parfaite et des enfants parfaits, un peu comme Charles Ingalls. Regardez votre environnement direct très imparfait, mais très matériel, entre votre chaudière, votre pompe à chaleur, vos fenêtres, ce qui vous entoure, tout ce que vous touchez au quotidien. Est-ce que c'est par exemple du synthétique ? Si c'est du synthétique, c'est du pétrole. Si c'est du pétrole, ça veut dire que vous dormez sous de l'énergie fossile. Ça, c'est pas du synthétique, par exemple, tu vois. Donc, est-ce que dans tout ce qui vous entoure au quotidien, il n'y a pas déjà moyen de commencer à vivre selon vos préceptes plutôt que d'attendre le jour béni où vous allez faire votre bad. Voilà. C'est à mon humble niveau, c'est le seul conseil que je me permets de donner. C'est un excellent conseil. Stéphane Edouard, je mettrai les liens à ta chaîne et tes sites ci-dessous. Et puis, à moi de saluer tes chatons et tes chattes, je suppose. Et en souhaitant que pour toi, tout se passe bien dans cet après-confinement. Et puis, peut-être, on se croisera en Suisse ou à Rome.
plaisir, Pierrot. À très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi et des tiens. Ciao, ciao.